Ce matin, le Globe and Mail rapportait que le premier ministre Trudeau s'apprêterait à aller chercher Mark Carney pour le placer à la tête du ministère des Finances. Il remplacerait donc Chrystia Freeland, qui présentera, comme on sait, lundi l'énoncé économique d'automne. Alors, nous discutons de cette question et de tout ce qui nous préoccupe dans l'actualité si riche de cette semaine avec notre panel de journalistes. Cette semaine, Catherine Lévesque, correspondante parlementaire pour le National Post, Michel Sabat, correspondant parlementaire pour la presse canadienne, et Mylène Craig, correspondante parlementaire pour la presse. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Donc, votre première réaction à cet article du Globe and Mail ce matin, commençons par vous, tiens, Catherine. Je dirais enfin, le striptease politique de Mark Carney va peut-être se terminer éventuellement. On le savait que ça faisait des mois, voire des années là, que Justin Trudeau tente d'attirer Mark Carney dans son orbite. Alors peut-être qu'il aurait dit oui, on n'est pas certain. Et on sait qu'il y a ces tensions là, avec le bureau de Mme Freeland, bien évidemment. Donc avec toutes ces rumeurs de remaniement ministériel là, qui se passeraient, j'imagine, en janvier, on peut s'imaginer que peut-être qu'il y aura des pointures de taille comme Mark Carney, peut-être d'autres personnes. Donc, ce sera à voir. Je sais que Mark Carney a été très prudent jusqu'à maintenant. Évidemment, il est investi dans toutes sortes de causes actuellement. Donc, le fait d'aller en politique, ce serait une grosse étape pour lui. Alors, on va voir ce qui va se passer. C'est sûr que les rumeurs là, sur Mark Carney ne datent pas d'hier, mais je serais intéressée de voir s'il va finalement dire oui. Alors, est-ce que c'est la fin de ces rumeurs-là et que ça va arriver pour vrai cette fois-ci? Peut-être. On sait que M. Carney a bien des ambitions, mais en même temps, moi, quand je lis ces textes-là, je me dis, mais bon sang, qui, au gouvernement, tant dans l'équipe de Mme Freeland ou dans l'équipe de M. Trudeau, pense que c'est une si bonne idée que ça, que d'aller se confier au Globe and Mail. Et ils sont nombreux, là, quand même. Ils sont nombreuses les sources là-dedans. Ça n'aide ni Mme Freeland, ni M. Trudeau. On l'a vu à la période des questions, plutôt aujourd'hui, comment ils se sont fait attaquer. Les conservateurs parlaient, par exemple, de Mme Freeland comme d'une ministre de façade. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. En même temps, toute cette situation-là de tension sur les chèques, sur la TPS, particulièrement sur les chèques, c'est... Comment dire? C'est pas surprenant parce que vous aurez bien du mal à trouver un économiste qui trouve que les chèques, c'est une très bonne idée. Alors, pas très surprenant qu'au ministère des Finances, on ne l'aime pas trop. Quelque observateur que ce soit, on ne tombe pas souvent à ces temps-ci sur quelqu'un qui nous dit que c'était une excellente idée, effectivement. Peut-être qu'ils ont lâché la science économique pour aller vers la science politique. Bon, alors, est-ce que Mark Carney va s'en aller aux finances, Mylène? Mais moi, je me demande si ce serait une bonne chose pour lui, dans la mesure où, jusqu'à quel point est-ce qu'un ancien gouverneur de la Banque du Canada serait d'accord avec la politique économique du gouvernement Trudeau, justement, ces fameux chèques de 250 $ ou le congé de TPS que les Canadiens trouvent être plus une mesure électorale qu'une réelle mesure qui aide l'économie. Donc, moi, je me demande, est-ce que c'est... les gens moins bien nantis, hein? Oui, c'est vrai, parce que c'est très large. Donc, moi, je me demande, est-ce que même lui, ça l'intéresse dans cette mesure-là? Et aussi, le gouvernement Trudeau, on le sait, est impopulaire depuis plus d'1 an. Oui. Alors, ces tensions-là, c'est pas d'hier qu'on en parle, ces tensions entre Chrystia Freeland et M. Trudeau. Une observatrice me disait cette semaine, une politologue, c'est peut-être un bon signe, ça, qu'il y a des tensions comme ça, parce qu'il faut que quelqu'un s'oppose à M. Trudeau. Puis généralement, c'est le ministre des Finances ou la ministre des Finances qui dit « Oh, ça suffit, tu as assez dépensé ». Donc, est-ce que c'est une bonne chose, ces tensions-là? Oui, et écoutez, ces tensions-là étaient bien présentes lors des libéraux chrétiens Martin. Il y avait une tension bien réelle, mais même lors de l'époque du premier ministre Stephen Harper, lui aussi avait des tensions avec ses ministres des Finances. Donc, il y a toujours cette tension qui est là, qui est bien présente. C'est sûr qu'en même temps, je dirais que sur le plan de la communication, Mme Freeland a parfois été un boulet envers son propre gouvernement à plusieurs moments. Et puis, c'est sûr que ça a plus fait de vagues dans le Canada anglais, mais il y a quelques semaines, elle parlait d'une vibe session, qui est en fait qu'on n'est pas réellement en récession, mais que les gens sentent qu'on est en récession. Donc, c'est comme si elle parlait des sentiments, comment les gens se sentent. Ça fait grand bruit dans le Canada anglais. Là aussi, elle fait d'autres commentaires qui ont semblé, disons, faire croire qu'elle était déconnectée des Canadiens moyens. Donc, je pense qu'effectivement, s'il y a remaniement dans les prochaines semaines, je pense qu'elle sera déplacée, qu'elle ira
ailleurs et qu'on aura un nouveau ministre des Finances. Mais de toute évidence, là, je pense qu'il y a cette tension qui est là, qui est bien présente et c'est normal parce qu'effectivement, elle prône la rigueur budgétaire depuis des mois. Elle dit qu'il faut faire bien attention et là, tout d'un coup, on arrive là, au bureau du premier ministre avec des dépenses, des milliards de dépenses en plus là, et ça va lui faire mal. Oui, vous l'avez un peu évoqué, Mylène. Alors, est-ce qu'un Mark Carney s'opposerait, lui, au premier ministre? Mais je ne sais pas, mais ce qu'on appelle les Blue Liberals sont un peu orphelins présentement au sein de ce gouvernement-là. Et pour Mme Freeland, le fait de s'engager, de dire que le déficit 2023-2024 ne dépassera pas 40 milliards, et là, ce qu'on apprend, c'est qu'elle n'est pas en mesure de respecter sa parole, mais qui va la croire la prochaine fois? Quand elle va se présenter à la mise à jour économique lundi, si elle donne un nouvel ancrage ou au prochain budget, disons qu'elle est encore en poste, qui va la croire la prochaine fois? Oui, ça commence à être difficile, effectivement. Mark Carney, on verra ça, cette arrivée-là, comment, Michel? Je sais pas. Je sais pas. Quand ça va très mal, des fois, il faut faire des paris. Puis j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu ça. Un pari risqué, peut-être? Un pari risqué. On verra. Ça ne peut pas aller plus mal, j'ai l'impression, pour les libéraux déjà. Alors, évidemment, j'aimerais qu'on parle de cet autre sujet tellement important, cette rencontre hier entre le premier ministre Trudeau et les premiers ministres des provinces, la deuxième en 2 semaines ou à peu près, là. Il y a eu la rencontre. Et évidemment, après la rencontre, tout le monde parle d'unité, mais il y a aussi, parallèlement à ça, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, qui est sorti publiquement, qui a dit, écoutez, qui a dit beaucoup de choses, mais il a dit notamment qu'il songeait peut-être à couper l'approvisionnement en énergie au Wisconsin et au Michigan. Est-ce qu'il faut le prendre au sérieux? Ben, moi, je dirais que oui, mais bon, ça me fait un peu penser à ce que Jack Meeting, le chef du NPD, disait, qui considère que Trump est un bully, un intimidateur, puis qu'avec les intimidateurs, ben, il faut leur montrer une position de force pour qu'ils nous laissent tranquilles. Alors, M. Singh a dit ça déjà, mais c'est drôle parce que M. Ford, la semaine dernière, il avait donné une entrevue à Fox News, puis il était plus en mode séduction. Hein? Il parlait de comment les deux économies sont intégrées, comment l'Ontario exporte de l'électricité. Il n'a pas fait mention de cette menace-là. Mais en tout cas, là, il semble avoir durci le ton, mais le temps nous le dira. C'est sérieux et si ça l'est, si c'est la bonne approche à prendre. Alors, est-ce que c'est la bonne approche? Pourquoi cette réaction de Doug Ford tout d'un coup? Bien, écoutez, quand on négocie, des fois, il faut montrer des muscles. Et puis, c'est peut-être ce que M. Ford a décidé de faire. C'est littéralement une bombe qu'il a larguée hier. Je me souviens, j'étais dans le foyer de la Chambre des communes, en train d'attendre Mme Freeland, et on écoutait sur un téléphone M. Ford parler, puis on s'est dit « Oh mon Dieu! » Mais en même temps, c'est intéressant parce que quand on réfléchit à la balance commerciale, c'est-à-dire l'écart entre les exportations et les importations canadiennes, bien, effectivement, M. Trump se plaint que, pour reprendre ses mots, qu'il subventionne le Canada à hauteur de 100 milliards de dollars par année. Bien, effectivement, sur les 12 derniers mois, c'est un petit peu plus que 100 milliards d'argent que le Canada a reçu en plus qu'il n'en a vendu aux États-Unis, en gros. Mais si vous retirez la composante énergétique, eh bien, c'est comme si la table est inversée. Et donc, les pouvoirs, finalement, en bout de ligne. Oui, hein? donc ils peuvent en quelque sorte dire à M. Trump, regarde, tu veux qu'on le règle ton problème? Tu penses que tu nous subventionnes? Ben voilà, on l'a réglé maintenant. Débrouille-toi, là. Débrouille-toi. Comment est-ce que tu vas faire? Pas d'énergie canadienne, tu l'achètes de ton plein gré. Alors, est-ce que c'est de bon ton, ce que M. Ford a dit? Moi, je trouve que c'est une stratégie très intéressante et je pense que ça va faire bouger l'aiguille, probablement, parce qu'après tout, on est en plein hiver. Si au mois de janvier, on décide de couper l'électricité, on parle d'1 million d'Américains dans 3 États. On parle des États limitrophes, qui sont des États du nord des États-Unis. Absolument. Donc, cette sortie de M. Ford a été très remarquée aux États-Unis. Le Washington Post en a parlé, certainement. Là, Doug Ford va parler avec les gouverneurs de ces États-là. Donc, la pression, elle commence, elle est bien là. Il a arrêté visiblement la campagne, la grande séduction, hein? Ou la petite séduction, c'est selon. Mais, et là, il a décidé vraiment de passer aux actes. Et je pense que du côté du gouvernement fédéral, on voit ça d'un bon œil. On voit que c'est quelque chose peut-être qui va faire bouger l'aiguille. Et je pense que c'est une menace qui est bien plus réelle que de, par exemple, mettre des tarifs là, sur le ketchup ou d'autres éléments du genre comme on a fait en 2018. Alors,
Là, c'est presque la fin de la session, les vacances approchent, c'est peut-être le temps de faire un bilan. Je vous demanderais alors, vous donneriez votre premier prix des meilleurs politiciens, politiciennes à qui pour cette session? Tiens, commençons par vous, Mylène. Mais moi, en tout cas, le bon coup que j'ai trouvé que M. Trudeau a fait, c'était définitivement son voyage à Mar-a-Lago. Là. Après ça, est-ce qu'il a fait un mauvais coup? Peut-être le discours à la Fondation Equal Voice cette semaine, bon, c'est venu un peu apporter une ombre au tableau, mais ça a quand même permis d'établir des relations avec la nouvelle administration avant même qu'elle soit en poste. Donc ça, je pense que c'est quand même, ça peut être salué. Donc, les meilleurs, pires politiciens, commençons par les meilleurs, Michel. Moi, je vais aller dans la même lignée. C'est un effort d'équipe qu'on a vu au cours des derniers jours de l'ensemble des leaders canadiens. En fait, disons, M. Trudeau, les premiers ministres des provinces qui se sont en quelque sorte unis pour faire face à la menace de tarifs de M. Trump, qui ont quand même parlé d'une même voix. On peut dire pas mal. Ça, c'est aussi, comme bon coup, une bénédiction pour M. Trudeau, je vous dirais, là, parce que ça allait mal dans les sondages et pour une fois, il a eu une bonne nouvelle. Et en même temps, ça a mal fait paraître M. Poilievre, ce qui est d'autant plus une bonne nouvelle pour M. Trudeau. M. Poilievre qui a du mal à l'attaquer là-dessus. Donc, ouais. Et c'est pas arrivé souvent au cours de l'automne, ça. Oui. Catherine? Je pense que le politicien qui a brillé définitivement, c'est Dominique Leblanc. Hein. C'est l'homme à tout faire de M. Trudeau. Et vraiment, là, sur la frontière, là, je pense qu'il a réussi à rassurer les premiers ministres des provinces qui étaient paniqués après la menace de Trump, et on le comprend. Mais là, il a présenté un plan. Il semblerait-il que les premiers ministres des provinces sont satisfaits de ce plan-là. On va peut-être avoir un peu plus de détails le lundi lors de l'énoncé économique. Donc, vraiment, je pense que l'étoile de la session irait à M. Leblanc. Il reste très, très peu de temps. En quelques mots, le pire coup du gouvernement cette année, commençons par Michel. Le pire coup du gouvernement. Il y a eu quelques éléments qui ont agacé, mais je pense que Randy Boissonnault, comme personnalité, ça a été une petite descente aux enfers et est arrivé ce qui devait arriver. Il s'est fait démissionner, on dirait. Oui. Catherine, le pire coup du gouvernement, c'est Je pense que c'est l'échec. C'était une mesure improvisée, puis visiblement, ils n'ont pas réussi à se trouver un partenaire de danse pour le passé. Mylène? Moi, je suis avec Michel, Randy Boissonnault, d'autant plus que c'était quelqu'un qui était fort en gueule, qui critiquait souvent justement les conservateurs. Et là, finalement, il n'est plus au cabinet à cause de toute cette histoire là, de faux autochtones. Là. Donc, oui. Sujet délicat s'il en est un en plus. Tout à fait. Merci beaucoup à vous trois pour cette discussion. Merci. Merci.